est 7h 2 minutes. Hein? Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. Ici Jean-Numa Goudou, j'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'être là à l'écoute de cette émission. Absolument. Nous sommes sur Facebook, nous sommes en direct également sur notre site internet, intexto.ca, et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Alors, on va parler de tapage à Montréal-Nord. Oui, tapage, c'est travail alternatif payé à la journée. C'est un programme d'insertion pour les jeunes ici à Montréal-Nord. Ouais. L'idée, faut pas penser au lobby, là. Non, ça n'a rien à voir. Il y a le tapage aussi en français, justement. Ah ben. Alors, l'idée, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir s'insérer facilement. La beauté de ce programme, c'est qu'ils n'ont pas besoin de CV. D'ailleurs, ils n'ont pas d'expérience de travail comme tel. Ils n'ont pas besoin d'attendre aussi la fin du mois pour avoir un petit salaire. Ce sont des journaliers, oui, en fait. Des journaliers qui arrivent vraiment à s'intégrer. On va parler de ça, on va parler de l'organisme qui s'occupe de ça. Et tu as même rencontré un jeune qui bénéficie de ça, qui va expliquer comment ça l'aide à s'en sortir. Absolument. Ok, génial. Et en Haïti, on n'a toujours pas de nom pour un premier ministre en Haïti. On est à 3 semaines de la démission déjà de Jacques-Guy Lafontaine comme premier ministre. Et hier, finalement, Jovenel Moïse confirme que cette semaine, on saura le nom. Ouais. Et le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, dit qu'il n'y a toujours pas de nom avancé, qu'il n'y a toujours pas de contact avec lui, et encore moins avec le président du Sénat. Et il dénonce le fait qu'il y ait une cacophonie sur le plan de la communication politique au Palais national. On parlera aussi de la Fédération des maires qui propose la création d'un nouveau ministère, le ministère des collectivités et du développement local, alors que le ministère de l'Intérieur, normalement, devrait jouer ce rôle-là. Absolument. Jovenel Moïse a visité aussi la PNH. Ah, absolument. Et là, il affirme qui veut l'entendre. Que ses rapports étaient toujours très cordiaux avec Michel-Ange Gédéon, alors que tout le monde sait que depuis son arrivée au pouvoir, ces deux-là, ça ne marchait pas ensemble. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Voilà, il est 7h07 minutes. Oui, c'est ça. Pas plus que ça. C'est 7 minutes. Voilà, on vous le disait, on allait vous parler de tapage à Montréal-Nord. C'est travail alternatif payé à la journée. Ah. Ouais, c'est ça. C'est un programme payé à la journée. Ouais, à la fin de la journée, tu fais tes 8 heures, tes 5 heures. Écoutez, on te donne ça pratiquement, rapidement. Ça se passe à Montréal-Nord. Oui. Et c'est depuis septembre 2017 que ça commence. Okay. Le programme vise justement à insérer ou à permettre d'insérer spécifiquement des jeunes entre 15 et 25 ans qui, pour la plupart, sont dans une situation précaire. Il faut dire que
95% des jeunes Jean Numa qui participent à ce programme sont des Haïtiens. J'ai demandé pourquoi, mais c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup d'Haïtiens qui habitent à Montréal-Nord. OK. Et l'avantage aussi, c'est que ces jeunes n'ont pas besoin d'expérience de travail, ils n'en ont pas d'ailleurs. Et puis, ça passe vite. Et on va proposer aux auditeurs d'écouter Madame Danielle Salméon qui va nous expliquer en détail c'est quoi concrètement ce programme, pourquoi cette philosophie. Elle va nous expliquer tout ça rapidement. C'est un programme d'insertion spécifique qui permet aux jeunes de 15 à 25 ans, en assez grande précarité, d'être rémunérés en fin de journée pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification particulière et qui ne les engage pas dans la durée. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser à un tel programme? En fait, c'est l'organisme Spectre de rue qui est à l'origine de Tapage. Et donc, ils ont approché le Centre des jeunes L'Escale pour faire ce programme. Et puis, pour en fait le mettre à la réalité nord-montréalaise. Et ça se passe comment, globalement? Bien, en fait, les jeunes s'inscrivent pour effectuer des plateaux ce qu'on appelle des plateaux de travail. Et ils sont rémunérés, on va travailler ensemble, ils sont encadrés par une intervenante et ils sont rémunérés tout de suite après leur travail. Généralement, ils vont à l'école. Donc, pendant les vacances d'été, on travaille toute la journée, en journée. Puis, pendant la période scolaire, c'est plus les fins de journée, puis des fois les fins de semaine. Voilà. C'est pas seulement un travail d'été, là. Ils Oui, peuvent oui, travailler oui. à l'année. Absolument. Alors, ils font quoi concrètement, ces jeunes-là? Justement, comme a expliqué Mme Salméon, c'est des plateaux de travaux qu'ils ont. Le programme essaie de faire le pont entre certaines entreprises sur la place qui n'ont pas beaucoup d'argent, de main-d'œuvre pour embaucher. ou qui souhaitent s'impliquer. Il y en a qui ont de l'argent, mais qui souhaitent s'impliquer dans la communauté. Comme ça, qui ont un volet social. Voilà. Le programme fait le pont entre ces entreprises-là, ces contractants-là, et les jeunes pour s'impliquer davantage. Donc, on va à nouveau écouter Mme Salméon qui va nous donner des détails sur qu'est-ce qu'ils font comme travaux. Ouais. Ce n'est pas des choses assez compliquées pour la plupart du temps, mais ça permet quand même de générer des revenus et c'est ce qui est intéressant. Alors, on a fait, donc cet hiver, on a fait du déneigement pour la rue Fleury. On a distribué aussi des dépliants, des supports promotionnels pour la salle des IA du Cégep Marie-Victorin, pour des résidences pour aînés, pour PME Montréal également. Et là, on a un contrat d'entretien d'un stationnement sur l'avenue Roland en vue d'accueillir les marchés publics qui se tiennent à cet endroit-là tous les jeudis. Mais en fait, déjà, ça leur donne pour la plupart une première expérience de travail parce qu'à 16 ans, tous n'ont pas encore fait à l'expérience professionnelle. Donc, on les aide dans leur cheminement aussi, puis d'intégration, parce que 95% de nos jeunes sont issus de familles haïtiennes, où il y en a, ils viennent juste d'arriver. Donc, ça leur permet aussi de s'intégrer aussi au Québec. Et également, donc, de cheminer vers un développement personnel également. Donc, on donne de l'expérience de travail, mais c'est aussi un prétexte aussi pour voir un peu quelles seraient les problématiques qu'ils connaissent dans leur intégration. Voilà, ça leur donne un peu de maturité aussi, de confiance de soi. Ils joignent ensemble l'utile à l'agréable, comme on dit. Oui, absolument. Mais peu importe, là, c'est vraiment une très belle expérience de travail pour des jeunes qui pourraient se retrouver à la rue. Ils sont occupés aussi. Et ils peuvent... Plus de oisiveté. Voilà. Oui, et puis ça les valorise quelque part aussi, le fait qu'ils puissent travailler, gagner un petit cob, comme on dit, chez nous. Et pas pour les fins de mois, mais pour s'acheter des fringues. C'est comme tu étais là lors de l'entrevue, c'est ce que exactement Caribi Raphaël a expliqué. C'est un jeune de 19 ans qui est au cégep. Il a été en contact depuis l'année dernière avec ce programme. Pour lui, ça a une expérience extraordinaire qui lui a permis de gagner un peu de sous, d'avoir une certaine dépendance, comme il a dit à la fin. C'est ce qu'on appelle un petit cob. Voilà. À la fin du mois, ou bien il gagne un peu, économise un peu pour faire ses affaires. Comme il a dit à la fin de l'extrait, il faut parfois être un petit peu
plus indépendant aux parents. Voilà. Ça a commencé quand Daniel m'avait approché. Elle venait, m'a dit, serais-tu intéressé d'avoir un petit boulot qui paye la journée même? Je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai aimé l'expérience. Quand on l'a fait, on est allé faire du porte-à-porte pour déposer des dépliants. Puis j'ai quand même aimé ça, même s'il faisait un petit peu froid, mais c'est bien quand même. Parce que ceux qui cherchent un travail puis qui n'en trouvent pas en attendant, ben, t'as pas d'entrevue à passer, tu fais juste ce travail, puis en attendant, tu fais un peu d'argent. Ça me rapporte plus d'expérience, ça c'est un. Puis ouais, j'ai des petites affaires, tu sais, on aimerait tous se payer des petites choses, puis économiser, puis ça permet d'apprendre tout ça avec tapage. Ah oui, je recommanderais ça à tous les jeunes, je les recommanderais, ça ferait un petit peu d'argent de poche. Ne pas trop dépendre de papa et maman. Voilà. À un moment de la durée, il le faut. Oui, c'est intéressant. Ça permet à papa et maman d'essouffler un petit peu, oui, de ne pas se faire solliciter tout le temps. Hey, maman, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Eh ben oui, voilà, tapage. Je pense que c'est un programme, c'est un modèle intéressant. Il doit y avoir ses forces et ses faiblesses, mais globalement, apparemment, ça a beaucoup aidé les jeunes et c'est ce qui compte le plus. Ouais, et il travaille chez tapage, Pas du François? tout. Non, enfin, t'es jeune là, je veux dire. Pas de tapage du tout. Ah, tu fais pas dans les l'orbeille, toi. D'accord, bonjour. Bonjour, Jonima. Bonjour, Jean-Job. Bonjour à tout le monde. Bonjour François, bienvenue. Ben oui. J'ai pris un bon café ce matin. Oui, surtout pas de tapage, parce que là, on veut vraiment vivre en paix. Ouais, mais sauf que c'est positif cette fois, tapage. Hein. Oui, tout à fait. Non, c'est un mot qui a été bien inventé par rapport à ce que ça représente. Bien d'encourager les jeunes à aller à l'école, à trouver un travail, parce que l'intégration passe aussi par l'emploi. Ouais, c'est vrai. Alors François, qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Oui, alors il y a toujours des nouvelles sur l'immigration. On apprend, comme première nouvelle, on apprend qu'il y a des tests d'ADN qui ont été utilisés par l'agence de services frontaliers pour enquêter sur les migrants au Canada. Ah bon? Ouais, j'ai entendu parler de ça, mais pas en détail, hein, François. Oui, c'est quoi ça? Les agents d'immigration se servent de tests d'ADN et consultent des sites internet généalogiques pour déterminer la nationalité des migrants détenus au Canada. Ils ont fait ça au Canada aussi. J'ai entendu ça aux États-Unis. Ils l'ont ici également. Et parce que bon. on a la porte-parole, Jaden Robertson, a confirmé ça à Reuters. On dit qu'on le fait parce qu'on veut déterminer l'identité des migrants. Ça permet de fournir des indicateurs de nationalité en plus maintenant approfondir des enquêtes dans le cas de pays en particulier. Donc, si tu viens ici, tu dis que tu es haïtien, on ne te croit pas nécessairement, on va essayer de voir par leurs propres moyens. Je n'ai pas bien compris la démarche. D'abord, ce sont les personnes qui arrivent et qui sont détenues, première chose. Ah, ok. Et elles sont détenues pour un problème d'identité. Oh, ok. Parce qu'il y en a qui arrivent qui n'ont aucune pièce d'identité, ou bien qui peuvent arriver avec 3-4 passeports en main et on ne sait pas exactement qui est cette personne-là, comment elle est. Ok? Par exemple, je vois le cas, par exemple, de plusieurs personnes qui sont arrivées du Brésil, alors c'était aux États-Unis d'abord, elles étaient arrivées avec des passeports africains. Ok. Ou bien avec des noms africains. Qui viennent du Brésil. Alors là, oui, parce qu'il disait que si maintenant on avait traversé le pays avec un nom haïtien, on nous aurait retourné, par exemple, au Brésil ou bien ailleurs. Ah bon? Alors, ils ont utilisé des noms africains. Alors, imaginez que dans plusieurs des cas qu'on a présentés, la personne a eu des noms comme Abou Dhabi, des noms africains. Et là, maintenant, avant même de commencer l'audience, le commissaire ou la commissaire a tenu à savoir si ce nom-là est vrai ou pas. Alors, si l'agence dit quelqu'un qui a eu plusieurs noms, alors c'est normal qu'on va utiliser ce test-là. Wow. Et s'il s'agit d'un nom africain, alors vous se demandez est-ce qu'il s'agit d'un haïtien, d'un africain,
Alors là, ils ont fait... C'est clair, François, je me serais fait prendre là, moi. Pourquoi? Parce que Goudou, ça sonne africain. Moi, je suis pas africain, je suis haïtien. Je me serais fait prendre comme fou, hein. Bon, alors, heureusement que toi, tu n'étais pas dans ce groupe-là, mais effectivement, ça Ouais, peut une arriver. chance, hein. Oui, mais je parle des gens qui n'ont pas de pièces d'identité, qui n'ont rien du tout. Et là, maintenant, on fait... oui, on les détient parce qu'on peut détenir la personne pour des problèmes d'identité. Ouais. Ou bien la personne peut avoir des documents qui paraissent frauduleux. Alors là, on dit, bon, de toute façon, on doit détenir. Parce que, surtout dans le cas des personnes qui demandent l'asile, la personne peut utiliser un faux nom pour traverser. Dans le sens que elle avait peur de passer à l'aéroport avec son vrai nom. Et alors, elle utilise ce faux nom-là. Ça se comprend. Même si de nos jours, ça va être de plus en plus difficile, on va exercer cette personne-là au point d'entrée parce qu'avec les fameux tests de biométrie, on va voir que ça ne correspond pas. Mais une fois qu'on se trouve en face d'une personne qui a une pièce douteuse ou bien qui n'a pas de documents du tout, la personne va directement au centre de détention. Et des fois, il y en a qui collaborent, d'autres ne collaborent pas. Il y a des gens qui sont restés 10-15 ans en prison parce qu'ils n'ont jamais voulu donner leur nom. Et en plus, s'ils disent que moi, je suis originaire d'Haïti, on demande au consulat haïtien de vérifier. Il y a des pays qui ne collaborent pas. Oh, ok. Vous voyez, il y a des pays qui ne collaborent pas du tout. Vous vous rappelez ce que je vous avais expliqué. On est allé au Congo avec deux personnes qu'on voulait renvoyer. Ouais. Et les agents au Congo ont dit non, c'est pas pour nous, c'est ce monsieur-là. Et ils sont retournés une deuxième fois. La deuxième fois, on leur a dit que si vous retournez une troisième fois, on va vous mettre en prison. Et bon, finalement, on a dû relâcher le monsieur parce que là, on ne pouvait pas le renvoyer nulle part. Ouais, ou n'importe où, là. Mais il croyait qu'il était congolais, mais non, le Congo ne voulait pas de lui. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? On le garde et on le fait devenir canadien, tout simplement? Ou... Non, il est lâché dans la nature, il est sous surveillance. Des fois, il va porter un bracelet électronique, des choses comme ça. Ça coûte cher, finalement, identifier la personne, donner lui des papiers. Oui, ça coûte cher. Ça veut dire que normalement, mais ça coûte cher aussi en prison, là. Parce qu'on parle d'à peu près 30 000 par année pour un détenu en prison. Le salaire minimum. Oui, ça coûte cher également. Alors, c'est-à-dire que vraiment, c'est une situation extrêmement difficile. Alors, si ça, on utilise les ADN, mais le Premier ministre a dit qu'on va essayer de trouver des solutions parce qu'on critique ça également à l'étranger. Comment le Canada peut-il aussi entrer dans cette démarche-là, cette démarche, comme à l'américaine, on critique ça, mais le Premier ministre dit qu'on va essayer de trouver des solutions parce qu'effectivement, ce n'est pas évident. Alors, faire passer les tests ADN, ça devrait être le dernier recours. Dernier recours, mais dans certains cas, on le fait. Parce que souvent, là, et il y en a qui ont été déportés à l'étranger, qui reviennent, qui ont commis des crimes et qui reviennent au pays avec d'autres identités. Ça c'est encore grave, là. Ouais. Mais en même temps, je comprends les critiques, mais en même temps, il y a un problème de sécurité qui se pose là. Et réel. Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire que ce n'est pas simple. Non. Pas simple. On ne peut pas seulement critiquer l'agence, et l'agence fait son travail, et puis c'est comme ça. Ouais. Bon, ensuite, en passant, j'avais par exemple une fois un client de la Roumanie, dans les groupes de Roms, des joueurs en Europe. Ouais, qui sont des nomades. Il a fait sa demande d'asile ici, on a gardé son passeport, et puis un mois après, il nous appelle, il nous dit qu'il est en Espagne, il veut le visiter. Ça veut dire qu'il est reparti. Sérieux?
Ah oui, il est Comment il fait ça? Bah, c'est des nomades, hein. Ils sont Oui, des mais il a spécialistes laissé de un ça. passeport ici. Ah, C'est ça, c'est pas une question de nomade, c'est une ne- question de fraude, ça. Non, tout mais simplement. ne demande pas à un Holmes comment il vit sa culture, là. Non, c'est un nomade. Il se déplace tout le temps, lui. Oui, il est reparti. On lui dit, mais comment vous êtes pas ici? Ah non, on n'en discute pas ça. Ah, ben voilà. Vous nous ferez savoir quand il y a une audience. Mais attends, il va revenir pour venir faire son audience alors qu'il Ils est... ne peuvent pas rester en place. Mais il fait une demande d'asile. Si tu fais une demande d'asile, tu peux pas aller te promener partout comme ça. Ah, C'est que tu oui. as besoin de... C'est dans sa tête que ça se passe, hein, lui. Enfin. Ok, alors, autre chose avant de conclure, François? Oui, autre chose, on a appris que le gouvernement canadien va faciliter la reconnaissance des diplômes étrangers. Ah bon? On espère. Oui, souvent. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Mais oui, c'est une chose. Plus d'une fois même. Oui. Cette fois, c'est la bonne ou quoi? Bon, c'est le ministre qui l'a annoncé. Il dit qu'on va aider 240 immigrants formés à l'étranger à faire reconnaître leurs compétences professionnelles à Toronto. On va accorder 1,29 million de dollars à l'un des centres d'apprentissage de la métropole pour financer un projet pilote qui existe déjà dans les grands centres urbains du pays. Mm-hmm. Alors, l'objectif, c'est qu'on va aider ces immigrants-là à non seulement reconnaître leur diplôme, mais à trouver du travail. On va faire en sorte que tous ces immigrants-là travaillent dans le domaine de leurs compétences. De leurs compétences. Et ici au Québec... Pourquoi il limite ça à 200 et quelques? Je n'ai pas compris. Donc, 240, on commence, c'est un un projet projet pilote. pilote, on commence avec 240 personnes. Alors, on veut supprimer tous les obstacles qui existent lorsqu'un nouvel arrivant tente de faire reconnaître les compétences qu'il a acquises qui peut offrir. Et comment ils vont faire ça avec les ordres professionnels ici au Québec, François? Bon, ça, c'est la grande question parce que les ordres professionnels au Québec représentent l'État dans l'État. Ah ben. C'est pas possible. Bonne chance avec ça, hein? Oui, c'est très difficile. Alors, on veut, par exemple, on a choisi des candidats déterminés et puis on va leur donner des prêts à des taux vraiment peu élevés. Et puis on dit que, parce que là encore c'est un problème, puisque le système bancaire au Canada a des lacunes, ça met pas les nouveaux arrivants à obtenir une aide financière pour les projets de carrière. Okay? Alors on dit que si on veut intégrer vraiment ces gens-là, on doit pouvoir les aider à travailler dans leur domaine. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment des fois une forme de ridicule parce que des gens qui arrivent, on les a sélectionnés comme professionnels, comme travailleurs qualifiés, et puis ils arrivent ici, on leur dit, bon, il faut aller faire le taxi, mon ami. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de travailler dans votre domaine, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce poste-là. Alors, ils sont obligés de retourner aux études et dans la plupart des cas, ce sont des pères et mères de famille qui doivent mettre du pain sur la table. Alors, comment doivent-ils retourner à l'école avec ça? Concilier travail, études et la famille. Il faut concilier les trois. Imagine. Les trois, et puis souvent, il y a un problème de garderie. Il y a tout ça. Alors, on dit qu'au Canada, on a un gaspillage du capital humain et il y a beaucoup de personnes qui pourraient vraiment travailler. En prenant le cas pour la médecine, par exemple. Ouais. Vous avez des médecins cubains qui sont au chômage ici au Québec. Ouais, des médecins cubains. Avec un système de... Le meilleur système au monde, là, pratiquement. C'est celui de Cuba. Internationalement, c'est reconnu, ouais. Oui. Alors, vous avez des médecins cubains qui sont au chômage. Alors, on dit que dans le système, il n'y a pas assez de spécialistes, il n'y a pas assez... Ah là là. Vraiment... allez comprendre ça, hein. Bon, en tout cas. Ah ben, je voulais partager avec vous ces deux nouvelles-là et puis demain, on se retrouve pour une autre édition. Voilà, merci beaucoup François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service spécialisée en immigration. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran sur Facebook, également sur notre site internet intexto.ca où nous sommes
en direct. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles, La Pause. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Voilà, 7h et combien 30 minutes, voilà, exactement. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, le magazine Nos Nouvelles, apporté par intexto.ca. Vous pouvez nous écouter à partir de ce site internet également. Ce sont les nouvelles d'Haïti, Jean-Étienne. Oui, Jean-Huma, apparemment, Jovenel Moïse ne le savait pas. Choisir un Premier ministre, c'est assez compliqué là. Ça fait quoi, 18 mois, 19 mois bientôt, depuis qu'il est président et qu'il a déjà eu un Premier ministre d'ailleurs. Mais c'est aujourd'hui que le chef de l'État haïtien vient dire à tout le monde que l'expérience est plutôt difficile pour choisir un Premier ministre parce que ça fait 3 semaines déjà depuis que Jacques-Guy Lafontaine est parti, a démissionné. Et finalement, Jovenel Moïse dit « Ouais, le suspense a trop duré. Cette semaine, je vous promets de sortir de mon chapeau le nom que vous attendiez. » Nous, mon Premier ministre, c'est pas bail, j'aime pas ça. Parce que le Premier ministre, il faut que son monde qui achète pas là tout le monde, son monde qui l'a nommé, il pas pas le groupe qui fait peur, l'autre il fait content, ou bien un groupe qui fait fâcher, l'autre groupe qui fait content. Pays on a fait côté nous là, nous on fait extrêmement difficile. Si tu as parlé à vivre ensemble, c'est la donne nous. C'est pour ça que nous travaillons pour nous mettre un monde dans tête gouvernement qui sont monde qui ne parle à tout le monde, un monde qui va faire un groupe qui va faire un groupe content, mais un monde qui est là pour servir tout le monde. Voilà. Ça c'est Jovenel Moïse. On va voir. Ça c'est le profil défini par Jovenel Moïse lui-même, vous vous souvenez, hein, tout le monde. On parlait tout le temps de profil. Monsieur et madame, tout le monde définissait le profil de ce prochain Premier ministre. Bien, le chef de l'État vient d'établir son profil à lui. Il ne faut pas effrayer les gens si tu es Premier ministre, c'est ça. C'est ça. Il faudrait que tu sois comme avec une face de mouton là. Ben justement, on parle de communication politique là avec les propos de Jovenel Moïse. Et là-dessus, Gary Bodo voit tout un désordre autour de la présidence avec cette question de communication. Porte-parole. Ouais, parce qu'il y a des notes discordantes qui nous arrivent du Palais national, notamment ce qui a trait
à la nomination ou du nouveau Premier ministre, des noms, des choses comme ça. Et ce qu'il a dit, le président de la Chambre des députés, c'est qu'il y a une espèce de cacophonie de ce côté-là. Il y a trop de gens qui parlent au Palais national et qui n'ont pas assez souvent l'autorisation de parler. Il y aurait 6 porte-paroles. Moi, je croyais qu'il y en avait 4. Mais selon Gary Bodo, il y en a 6. Et en plus, des conseillers politiques qui s'amusent à parler au nom du chef de l'État sans même le consulter, selon Gary Bodo. On ne parle même pas du ministre de la Communication lui-même. Ah non, pas du tout. Là, c'est seulement au Palais national. Hein, et on va écouter Gary Bodo. Donc, il y a des fuites en avant, pas l'autre dans le palais. Il y a pile de monde qui connaît 6 porte-parole, monde qui l'a pour parler, mais il y a des conseillers qui, quand même, pour mal plaisir, je retourner à rapporter déposer président Badi. Et ça fait un pile de monde des fois dans la rue à côté président préjudice. Il y a des gens qui ne connaissent pas communication politique là, il faut le hiérarchie là-dedans. Si le président pas veut parler, il va pas qu'il était comme ça pour parler. Donc le président peut corréler nous pour dire nous que la travail ou bien il va choisir X, Y comme premier ministre. Il y a 0 nom sous table là, on n'a pas là, voilà, chaque haïtien qui a fait table bayo. Donc chaque haïtien qui a fait table bayo, chaque haïtien qui a sur Facebook ou fait liste ou qui nous aimé qui ne pas mettre pour le Premier ministre, mais au plus haut niveau de l'État, pas de ça. Le président fait consultation et me pense l'aile près, après les 2 présidents de chambre, pour que ensemble nous gardions qui est pour le Premier ministre. Donc c'est la raison pour laquelle, bien sûr, que nous, aimons des présidents, pour l'accélérer le processus là. Voilà, Gary Bodo. Mais bon, le président, tant bien que mal, gère sa communication. Essaye de parler, notamment sa communication avec le chef de la police. Ouais, il s'est rendu, il a fait une visite. Plus d'un disait que depuis son arrivée, il n'y avait même pas une passerelle, encore moins un pont entre lui et le chef de la police. Ça passait mal le courant. Et Jovenel Moïse, hier, lors de cette visite à la direction générale de la PNH, a dit « Nous avons toujours eu de bons rapports, des rapports cordiaux même, et il en a profité pour parler de tout ce qu'il y aura comme équipement, comme aide à la police nationale afin de faire son travail. On écoute Diego Charles. Pas qu'à parler pour ces chefs de ton pays et puis pour pas une coordination entre toute entité dans l'État. Et relation par nous avec le directeur policier du 7 février 2017 à aujourd'hui, nous voulons que tout le monde connaisse que c'est une relation cordiale, c'est une relation qui chita sous une compréhension mutuelle. Nous presque parler chaque jour, nous parler pays, parler sécurité, banditisme qui vient dans le pays. Les échanges avec le DG de la PNH ont été très fructueux. C'est féliciter le locataire du Palais national. Il affirme avoir discuté avec Michel Gédéon, notamment du renforcement de l'institution policière ainsi que des conditions de travail des policiers. Nous parlons de l'hôpital, la police qui nous travaille depuis tantôt 10 mois. Véhicules qui pour permettre que réaction au fait, dans la relation avec Taïwan, le véhicule que Taïwan d'ici peut-être un mois par pour les policiers. Les policiers, au Premier ministre démissionnaire là, font gros effort avec la direction générale policière qui permet une bonne quantité de motocyclettes pour rien. Je parle d'ici peu météo dehors pour la police qui a fait travail. Mais puis bien l'autre par structure, que je parle avec des gens sous affaires police rurale là. Voilà. Un membre du PHTK a été assassiné selon Audi Rivo à La Caille. Ça n'a pas plu du tout au PHTK. Le PHTK accuse même l'opposition d'avoir assassiné son membre influent. Et ça, c'est Audi Rivo qui l'affirme sur les ondes de Radio Métropole. Écoutons l'échange qu'il a eu avec les journalistes Wendell Théodore et Georges Allen, je crois. Nous exigeons des autorités judiciaires l'ouverture sans délai d'une enquête afin d'identifier les auteurs et co-auteurs de ce crime et de les transférer par devant leur juge naturel. Le PHTK exige une enquête, mais certains vont dire que vous avez déjà votre conclusion, parce que dans la note, vous parlez... Oui, vous pointez du doigt déjà l'opposition. Quand quelqu'un débarque dans une salle et choisit de cribler de plusieurs balles, attention, et quelqu'un, ça veut dire que c'est un acte prémédité. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas le fruit du hasard. S'il est vrai... Oui, mais dans le même temps, vous parlez d'assassinat crapuleux. Le motif peut ne pas être politique. Le motif peut ne pas être politique. Crapuleux, oui, mais écoutez, un crime politique peut être aussi odieux et crapuleux, et Wendell. Et ce qui est certain, c'est que Taudely Pierre-Raymond est une
personnalité connue de la cité au niveau de la cité du drapeau. C'est un membre influent du parti PHTK. Et quand les bandits ont débarqué dans cette salle où ils travaillaient aux côtés de Réginald Jean-Louis, eh bien, ils ont choisi de le cribler. J'ai bien dit choisi. Ils l'ont ciblé et ont choisi donc de le cribler de plusieurs balles. Voilà, on dit Rivaux, effectivement, il a déjà mené son enquête. Il a eu sa conclusion d'ailleurs. Ouais, il affirme que c'est un acte qui porte la signature de l'opposition. Comment est-ce qu'il a trouvé ça, alors qu'il appelle la police à mener une enquête? Ouais. Wow. C'est ça le problème un peu chez nous aussi. On fait les choses à l'envers. Eh bien, il y en a un qui appelle tous les Haïtiens à se calmer le pompon un peu et de s'asseoir finalement. Ouais, Himmler Rebu a fait quand même une liste de 25 personnalités, une longue liste, qui, selon lui, devraient savoir. On vous fera l'économie de tous ces noms-là, mais on peut citer quelques noms comme Paul Denis, Suzy Castor, vraiment des personnalités à la fois politiques, mais du monde de l'économie, de l'éducation, du social, des droits humains, vraiment des anciens premiers ministres ou anciens ministres. En tout cas... L'idée, c'est quoi au juste? L'idée, c'est que ces gens-là s'asseyent ensemble et se mettent à réfléchir sur la manière, ensemble, de sortir le pays de cette situation et de mettre Haïti sur les rails du développement durable en tant que tel. Et qu'ils mettent... et puis, il dit que ces gens-là, ce sont des gens, vu leur passé, seraient capables de s'asseoir ensemble au-delà de la question des États généraux. D'ailleurs, on n'entend plus parler de ça. Ça serait une sorte d'États généraux, mais citoyens, si vous voulez. Écoutons Himmler Rebu. Nous tournons autour de monde qui ont une certaine expérience de la vie publique, qui ont une certaine manière que vous voyez dans la société, et qui nous pensons qu'ils sont capables de se sentir interpellés par ça qui a passé là. Nous pouvons faire appel à des gens qui sont capables de faire un diagnostic de situation là et qui sont capables de faire une proposition sur le agir, qui ça nous capable de faire de manière différente. Il faut que nous ayons des gens qui ont beaucoup de sérénité, ou après pas grand pile monde qui est impliqué dans la vie publique immédiate, ou bien ça qui est impliqué dans la vie publique, c'est des gens qui ont un certain recul. Si nous constatons que nous avons un cas qui sale, par contre nous avons l'autre alternative si nous voulons pour le vin propre que rentrer pour nous nettoyer. Comme non sur les satou, mais qui va mal commencer? Et honnêtement, nous pouvons connaître. Moi par contre dans la situation nous y est là, c'est pour nous rentrer dans des conciliabules souterrains pour nous demander aux citoyens, est-ce qu'on ne peut pas penser que l'État bon pour impliquer dans la réflexion? Nous ne connaissons pas qui bonne initiative là capable d'aller, mais nous connaissons que nous obligés de faire un bagage aujourd'hui qui gagne plus recul, plus maturité, plus sérénité pour nous capables de porter une contribution pour nous vivre dans un pays qui est différent. Parallèlement à Premier ministre qui a nommé, parallèlement à la formation du gouvernement, moun sa yo pral réfléchir sur qui j'ai pour changer le système. C'est une sorte de think tank. Sur l'idée, il faut qu'il y ait des gens qui pourraient chita pour penser un bagage qui est différent de la pulsion de toujours aller vers le conjoncturel immédiat que nous avons. Eh bien, justement, en parlant de conjoncture, il y en a un qui en profite pour faire une proposition pas ordinaire. La création d'un nouveau ministère. Oui, alors qu'on parle, Jean Etium, de la nécessité justement de réduire la taille du gouvernement, la taille de l'État en tant que tel. Il y a déjà le ministère de l'Intérieur, mais qui s'appelle des collectivités territoriales aussi. Mais voilà-t-il pas que le président de la Fédération des maires, qui est maire de Carrefour d'ailleurs, de la commune de Carrefour, propose la création d'un nouveau ministère qui s'appellerait ministère des collectivités et du développement local. Lors de la formation du prochain gouvernement, c'est Jude-Édouard Pierre qui a rencontré Jovenel Moïse récemment dans le cadre des consultations et qui en a profité pour faire cette proposition. Écoutons-le. Par rapport à l'importance du ministère intérieur gagné comme ministère régalien pour l'État gouvernement, nous proposons qu'il y ait un ministère spécial qui est associé à la décentralisation, à développement local. L'appelé ministère des collectivités territoriales et du développement local, qui a en charge du pilotage de la décentralisation en Haïti
Parce que le pas possible pour, sous chaque 100 gouttes qui dépensent dans l'État, 87 gouttes dépensées Port-au-Prince, 13 gouttes dépensées dans le reste pays. Je dis, il y a mairie qui pas gagné côté pour magistrats ou fonctionnaires. Il y a mairie qui pas gagné, eh bien, qui pas gagné hôtel de ville, qui pas gagné bureau. Il y a casette qui pas gagné bureau, je dis, dans le pays. Alors nous, ne pensons pas, c'est pas un management opérationnel qui fait de collectivité. 14 milliards de gouttes dans l'intervention publique, eh bien, ou besoin de 2 milliards de gouttes, ou besoin de 1,5 milliard de gouttes pour mettre sous fonds collectivité à jeudi et réformer fiscalité locale là. Le ministère a fait peut-être fonctionner pour col. Parce que c'est des entités administratives qui gagnent capacité pour faire comme impôt locatif, patente, eh bien, permis de construire, les droits d'affichage, tout ça c'est l'argent. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Bon, on a plus de temps ce matin, 7h47, on a 10 minutes.
de commentaires. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine de nouvelles apporté par intexto.ca. Vous pouvez nous écouter à partir de ce site également et en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, Jovenel Moïse dit le suspense n'a que trop duré autour du nom du prochain Premier ministre. On a cité beaucoup de noms dans nos commentaires ou en Haïti. Le premier qui a cité des noms, c'était Joseph Lambert, bien avant les scandales qui entourent les scandales de corruption et de jouissance de privilèges indus à des parlementaires. Et Joseph Lambert avait parlé de Evans Paul. Son nom est cité pour devenir Premier ministre. On cite le nom aussi de Paul Denis. Pourquoi? Parce que Paul Denis a rencontré, dit-il, à titre personnel, pas une, mais à deux reprises, oui. À 2 reprises, Jovenel Moïse pour discuter de quoi? On ne le sait pas. Et hier, en marge de sa visite à la direction générale de la police nationale, on va y revenir, et Jovenel Moïse affirme que le suspense n'a que trop duré, vous allez connaître finalement ce nom-là que je vais tirer de mon chapeau. Et il en a profité pour définir son profil à lui, parce que tout le monde définissait des profils, son profil à lui. Et qu'est-ce qu'il a dit déjà, Jean-Étienne? Ça doit être quelqu'un qu'on n'a pas peur, qui ne fait pas craindre les gens. Ouais, quelqu'un comme avec une face de mouton. Oh là là. Mais là, je n'ai pas trop bien compris ce qu'il veut dire quand il parle de quelqu'un qui ne va pas faire craindre les gens. Est-ce que, par exemple, l'ancien Premier ministre faisait craindre les gens? Je ne sais pas. Mais, non, il ne faisait pas craindre les gens. Les gens, les gens le craignaient peut-être en raison de sa manière. Non, je ne sais pas. Mais c'était sa manière de discuter, pas discuter, mais de communiquer, de travailler. Des choses comme ça, il aurait pu être efficace en même temps. Mais oui, absolument. Il avait un problème de communication politique. On va revenir peut-être tout à l'heure avec le problème de communication, mais la méthodologie utilisée par Jovenel Moïse pour choisir son Premier ministre, il faut écouter les gens aussi. Mais tu ne viens pas d'arriver en Haïti, tu es quand même le chef de l'État. Tu devais avoir quand même une certaine capacité de voir en cas où c'est pas la première fois de toute façon que tu choisis ton Premier ministre, tu comprends? On se demande, en voulant faire une grosse liste, il faudrait rencontrer tout le monde en Haïti pour... Ça finirait plus. Mais ça ne finirait plus, et puis de toutes les façons, c'est pas ce qui va faire passer le Premier ministre au Parlement. N'oublie pas, officiellement, c'est pas... Jovenel Moïse peut décider de rencontrer qui il veut, mais officiellement, c'est les présidents des 2 chambres. Ouais. C'est avec eux, officiellement, qu'ils devaient s'asseoir. Ouais. Sa méthodologie d'écouter les gens, je comprends, il faut écouter les gens, mais en même temps, tu ne viens pas d'arriver, c'est pas la première fois que tu choisis un Premier ministre. On n'a pas trop bien compris qu'est-ce que ça va donner à Jovenel Moïse d'entendre toutes les personnes ou toutes les personnalités en Haïti pour faire ça. Bon, il a promis que ça va se faire incessamment cette semaine. On va attendre. Ça fait 3 semaines qu'on nous promet ça. Que ça ouais, va se faire justement, on va faire la transition tout à l'heure par rapport à la communication autour de tout ça. On va juste espérer que Jovenel Moïse puisse choisir quelqu'un qui peut vraiment aider le pays d'abord, l'aider lui-même à amener le pays au bon port. Deuxièmement, quelqu'un qui ne va pas faire perdre encore du temps au Parlement, dans le sens où il va avoir vraiment une consultation claire, précise, directe, et avec les... Oui, et que son dossier soit prêt. Absolument. Si c'est quelqu'un qui a besoin de charge, que ça soit réglé. Imaginez-vous, on a passé tout ce temps, et puis au final, le Premier ministre que Jovenel Moïse va désigner ne répond pas à un certain nombre de critères, ou la consultation avec les présidents des 2 chambres n'était pas au bon point. Ça va faire ce que ça va faire. Donc, et là, je peux te le dire, ça va créer beaucoup de problèmes. En passant, en discutant de tout ça, où est-ce qu'il est passé, Moïse Jean-Charles? On ne l'entend pas ces derniers temps. La semaine dernière ou cette semaine, il disait les mêmes discours, qu'il faudrait... il a fait dresser un tableau très sombre du pays avec Jovenel Moïse qui devait s'effondrer si Jovenel Moïse reste au pouvoir. Bon, bref, on ferme la petite parenthèse.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et aussi, à côté de cette question de nomination, on a un problème, Gary Bodo l'a souligné, Jean-Numa Goudou, un problème sérieux de communication. Nous, on avait déjà signalé ça à plusieurs reprises. Là, ce qui se passe au niveau de la communication, que ce soit à la présidence ou la communication tout court politique en Haïti, c'est vraiment un cran des autres. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as un ministère qui s'appelle le ministère de la Communication. Théoriquement, ça devait s'occuper de ça. Je comprends que tu puisses avoir un ancien ami journaliste ou que tu estimes ou qui a de la compétence pour t'aider dans ta communication, mais ça prend une coordination. À la place du président, je comprends que le président peut avoir un porte-parole. Mais tout ce que tu aimes ou que tu veux donner un poste, des anciens journalistes ou des amis, il faudrait qu'il travaille avec le ministre de la communication qui devait coordonner tout ça. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, il y a un problème de grande coordination. Qui fait quoi concrètement? Les gens pensent que la communication, c'est juste des gens qui vont parler dans les médias n'importe quand, n'importe où, disent n'importe quoi. Et qui vont défendre politiquement leur patron. C'est la face cachée de l'iceberg. Pour être un bon porte-parole, ça te prend une équipe solide qui te prépare les données, tu vois, tu as la page, comme on dit. Et on est quand même en 2018, Jean-Numa. Il y a les métiers de communication qui rentrent dedans. C'est la gestion des réseaux sociaux, c'est le monitoring des médias, c'est les relations médias. Il y a des gens qui sont là pour traiter les données, chercher les... Il y a tout ça. Il y a surtout un aspect extrêmement important que les porte-paroles ou les gens qui travaillent en communication en Haïti ils n'insistent pas là-dessus ou ils ne le font pas. C'est le contrôle de l'information. Absolument. Que vous avez. Et la gestion de l'information. La gestion et le contrôle de ces informations aussi. Le problème, à la limite, ce n'est pas le fait qu'il y ait 4 porte-paroles au Palais national. Parce qu'un Palais national, c'est la présidence d'un pays, là. OK? Il pourrait y avoir 4 porte-paroles, mais que ça soit subdivisé. Quelqu'un qui parle dès qu'il s'agit de questions politiques, quelqu'un qui parle dès qu'il s'agit de questions... C'est des expertises. Oui, c'est des expertises. La personne devrait avoir des expertises dans plusieurs domaines. Et on lui dit, moi, dès qu'il s'agit d'un problème de sécurité, d'environnement, ou de ci, de ça, c'est un tel qui doit parler de ça. Hein? Ou dès qu'il s'agit d'un problème je ne sais pas moi, dans un autre domaine quelconque, d'environnement, de social, de ci, de ça, mais quelqu'un qui a une expertise dans ça, qui comprend comment ça fonctionne et qui pourrait porter la parole dans ce domaine-là pour le pays. Et la communication, c'est aussi des choses simples comme la gestion la réception des emails. Si tu envoies un email, je ne sais pas où d'ailleurs l'envoyer, est-ce que c'est à la présidence ou au ministère de la communication? Ça fait 1 an que j'ai envoyé un courriel au Palais national. C'est ça aussi la communication. En contact c'est une procédure qui doit... C'est comme si tu es en Haïti, tu connais bien quelqu'un, tu l'appelles, mais ça se passe, ok, on fait ça tout de suite. Mais c'est justement... C'est quoi l'expertise de la personne que tu appelles? Est-ce que c'est la personne la mieux placée pour te parler? Ça devait prendre une procédure. Je ne dis pas que ça va durer une éternité, mais on reçoit l'email, on voit qui a l'expertise, les questions que vous avez fondamentalement. On planifie. Ça peut être tout de suite dans 1 heure, mais ça prend un cheminement. Ça prend une réponse. Mais là, vraiment, vraiment la communication politique en Haïti, c'est vraiment un groupe de gens qui parlent systématiquement surtout des choses qu'ils maîtrisent, des choses qu'ils ne maîtrisent pas, à la presse, à longueur de journée, et puis le responsable, le porte-parole dit quelque chose, le conseiller qui parle aussi vient dire exactement l'inverse. Quand même, on est en 2018. C'est pas coordonné. Il y a officiellement 4 porte-paroles, et chaque conseiller est un porte-parole potentiel qui parle au nom de la présidence, moi, je n'ai jamais été... président. Ça, c'est une cacophonie. Tu te rappelles, il n'y a pas longtemps... Si tu prends par exemple un porte-parole comme M. Jura, qui parfois dans ses propos, c'est tellement palpable de voir qui lui-même il est lassé du président, on dirait, en disant des choses, on a compris qu'on ne peut plus attendre, etc. C'est très bizarre, tu vois. Il y a le choix des mots, il y a la gestion de la perception aussi de votre patron qu'il faut gérer.
Non, vraiment, il y a trop de choses à faire. Faut peser, sous-peser chaque mot que vous allez utiliser, surtout quand vous êtes en politique et surtout quand vous allez porter la parole en public pour quelle que soit l'entreprise ou l'institution. C'est pas un jeu d'enfant, ça. Enfin, bref, quelle cacophonie. Ben oui, 57, demain, 7h, une nouvelle édition. Au revoir.